Assalamu alaikum, avec vous Madame Derka Urkia. Donc on va terminer sur la conception orientée objet, la CO, en utilisant l'outil Modelio. Bien, donc dans cette vidéo, je réponds à une question que je juge importante qui a été posée par un de mes followers. La question est la suivante. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'enrichir les diagrammes de classe avec des contraintes OCL dans Modelio? Donc, très bien pour la question. Déjà, merci pour le suivi des vidéos concernant l'utilisation de Modelio pour faire de la conception orientée objet et pour appliquer le reverse engineering, c'est-à-dire à partir de nos modèles, on peut créer ou bien générer automatiquement une première version de notre code en Java. Et la même chose, à partir du code Java, on peut dessiner nos modèles UML, bien sûr, avec Modelio. Donc très bien, donc cette question montre que l'étudiante elle suit très bien les vidéos et elle utilise bien l'outil Modelio. Donc pour répondre à sa question, c'est-à-dire comment on va utiliser, est-ce que Modelio supporte OCL et si c'est oui, comment il l'utilise? Très bien. Donc déjà on doit donner on doit donner une idée sur les contraintes en génie logiciel et aussi on va parler du langage formel OCL et bien sûr on va par la suite répondre à la question. Bien, donc en général les contraintes, c'est-à-dire on utilise des contraintes, on va parler spécifiquement du langage UML, du langage de modélisation UML. Donc dans un diagramme de classe UML, il y a plusieurs formes de contraintes qu'on peut exprimer. Donc il y a des contraintes dans notre modélisation UML. Avant de parler des types de contraintes, c'est quoi une contrainte? Une contrainte est une condition ou une restriction sémantique exprimée sous forme d'instruction dans un langage textuel qui peut être naturel ou bien formel. En général, une contrainte peut être attachée à n'importe quel élément du modèle ou liste d'éléments du modèle. Une contrainte désigne une restriction qui doit être appliquée par la suite avec une implémentation correcte du système. Donc, une contrainte, c'est quoi? Parce qu'on a notre cahier des charges qui concerne notre projet, puis notre TP, puis notre application. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a déjà, c'est-à-dire les concepts du modèle, comme le diagramme de classe, et il y a des contraintes sur les éléments du diagramme. C'est-à-dire, c'est des conditions, c'est des restrictions, c'est des lois. Par exemple, si on a par exemple une partie d'un diagramme de classe concernant la gestion bancaire, on a la banque, on a une personne, on a le compte. Donc chaque personne, elle a un compte dans une banque, un compte bancaire. Donc une personne peut être un client de la banque ou bien peut être un employé dans la banque. Donc par exemple, un des contraintes ça ce sont les éléments, c'est-à-dire les éléments de base du modèle. Une des contraintes sur le modèle est le fait de dire, c'est-à-dire dans le cahier des charges, il y a une exigence disant que le solde pour chaque compte d'un client, le compte doit être supérieur à 0. Il n'y a pas un compte qui est inférieur ou égal à 0. Donc c'est une condition, c'est une contrainte qui donne c'est-à-dire qui doit être exprimée dans le modèle pour montrer ou bien pour compléter l'information sur le modèle. Donc comment on va introduire cette contrainte? D'accord? Il y a d'autres contraintes entre les associations. Ça, c'est une contrainte qui concerne l'attribut, la propriété de ma classe. Donc, l'élément propriété. On peut avoir même des contraintes sur les associations, les liens entre les classes. Donc, par exemple, ici, on a par exemple un diagramme de classe concernant une gestion hôtelière. Donc, on a un hôtel et une personne. Donc, une personne, elle travaille dans un hôtel, donc c'est un employé. Donc, il y a une association entre hôtel et personne avec le rôle employé. Et on a aussi une association entre hôtel et personne avec le rôle ou bien c'est-à-dire la fonction client. Il peut être client. Donc si on ne va pas ajouter cette contrainte-là, c'est-à-dire l'élément de base, c'est le fait de créer l'association entre hôtel et personne, mais on ne voit pas la notion d'exclusivité, c'est-à-dire que la personne, elle peut être ou bien un employé ou bien un client, et pas les deux. Donc c'est une contrainte qui concerne notre projet, mais on n'arrive pas à la visualiser, et il vaut mieux la visualiser dans le diagramme de classe pour que, c'est-à-dire la modélisation doit être complète. Donc c'est ça la notion de contrainte. Vous voyez, donc une contrainte, c'est une condition, une restriction sémantique, c'est-à-dire
c'est-à-dire si on va l'ajouter à notre modèle, elle va enrichir le modèle sémantiquement. Et un modèle riche sémantiquement, il est facile à implémenter et aussi ça va lui donner, c'est-à-dire dans l'implémentation, on va avoir la sémantique de notre programme, elle doit être correcte et aussi les résultats ou bien la qualité de la solution, elle doit être bonne. Très bien. Donc, ça c'est pour parler de la notion de contrainte. Donc, en général, en UML, il y a plusieurs formes pour expliciter ou bien exprimer ces contraintes. Donc, les contraintes dont je viens de parler maintenant, c'est-à-dire les types des éléments, c'est-à-dire les types des attributs, le type d'association, ça c'est un des types des contraintes. Donc, récapitulant. En général, lorsqu'on utilise les modèles UML, on a plusieurs types de contraintes. Il y a les contraintes structurelles qu'on a déjà, c'est-à-dire qui constituent les éléments de base ou bien les concepts de base dans notre modèle, comme les attributs dans les classes, comme les différents types de relations entre les classes, la généralisation, c'est-à-dire l'héritage, ou bien une association simple, ou bien une agrégation, une composition, la dépendance, la notion de cardinalité ou bien de multiplicité entre les associations, la navigabilité d'une association, c'est-à-dire la navigabilité des propriétés structurelles, etc. Donc ça, ce sont les contraintes structurelles, c'est-à-dire ce sont les contraintes qui constituent les concepts de base du modèle diagramme de classe. Donc, c'est-à-dire sans ces concepts, on ne pourra pas dessiner notre modèle. Très bien. Il y a les contraintes de type. Lorsqu'on crée un diagramme de classe, une fois bien qui est constitué de classes, lorsqu'on va créer les classes, les attributs des classes, les méthodes, les associations, les types d'associations, il y a aussi le type, c'est-à-dire les typages des attributs ou bien les propriétés. Donc, c'est-à-dire chaque attribut, on va lui donner un certain type. C'est-à-dire, est-ce que c'est un integer, c'est-à-dire un entier, ou bien un réel, ou bien c'est un string, est-ce que c'est un array, un tableau, une liste, dynamique, ou bien statique, ainsi de suite. Ça, c'est des contraintes de type aussi qui font partie des concepts constituant le modèle. Troisièmement, il y a les contraintes diverses. Donc, les contraintes diverses, par exemple, la visibilité, l'encapsulation, c'est-à-dire les degrés d'encapsulation, public, privé, ou bien... c'est-à-dire il y a public, privé, il y a protégé. Il y a les méthodes et les classes abstraites, contraintes abstraites, c'est-à-dire les types de méthodes. Donc, dans la pratique, toutes les contraintes sont très utiles, c'est-à-dire puisqu'ils font partie du cahier des charges, et ils font partie de notre, c'est-à-dire de nos modèles. C'est-à-dire ce sont des contraintes qui sont réelles, qui existent. Il faut les prendre en charge. Donc, puisqu'on va modéliser, le modèle, il doit être valide. Que veut dire valide? Il reflète le réel, c'est-à-dire notre problème réel. Donc, c'est sûr qu'il faut que ces contraintes diverses apparaissent dans notre modèle en complément des contraintes structurelles qui sont les classes, les attributs, les méthodes, les associations, les types des méthodes, les types des associations, ainsi de suite. Donc, il faut les prendre en charge pour enrichir le modèle sémantiquement. Ça, c'est très important. Vous voyez, un modèle riche sémantiquement, c'est un modèle qui est robuste. C'est-à-dire, qui dit robuste, dit son implémentation, elle va être correcte et forte et la qualité de la solution va être bonne. Donc, dans la pratique, toutes ces contraintes sont très utiles, mais se révèlent insuffisantes, c'est-à-dire, elles ne sont pas, c'est-à-dire, je parle des contraintes structurelles, des contraintes de type. La visibilité, c'est-à-dire les concepts du modèle, mais elles sont insuffisantes par rapport à l'existence d'autres contraintes qui touche notre cahier des charges, qui est notre projet. Donc, toutefois, UML permet de spécifier explicitement des contraintes particulières sur les éléments des modèles. Donc, si on a des contraintes sur les éléments du modèle, qui sont, c'est-à-dire les classes, les attributs, les types, etc., UML permet de les ajouter au modèle pour enrichir sa sémantique, en complément des contraintes structurelles, contraintes de type et des contraintes diverses, comme je viens de le dire. Donc, ceci dit, qu'une fois qu'on a modélisé notre diagramme de classe, par exemple, entre autres, il manque dans le diagramme de classe des informations ou des contraintes qui sont spécifiées dans le cahier des charges, comme par exemple, quelles sont les valeurs autorisées pour les attributs. Donc, on va créer nos classes avec leurs attributs, bien leurs propriétés. Et les types de propriétés, très bien. Mais on n'a pas, c'est-à-dire, dans le cahier des charges, on peut avoir la spécification des limites des valeurs prises par les attributs. Par exemple, un attribut ne peut pas dépasser 200. Ou bien il commence par 4 et il se termine à 1000. Ou bien c'est un attribut qui est, c'est-à-dire,
Il prend des valeurs discrètes, vous voyez, c'est-à-dire c'est des informations sur les valeurs que peut prendre l'attribut. Aussi la condition sur les associations, c'est-à-dire une exclusivité. Est-ce qu'elle est obligatoire ou bien est-ce qu'elle est exclusive? Elle est optionnelle. Donc, toutes ces contraintes spécifiques, on les appelle, dans la modélisation UML, on les appelle les invariants. Les invariants. Ça vient du mot variant, c'est-à-dire changement. Donc, c'est selon votre projet, selon votre cahier des charges. Parce que ici, les contraintes structurelles comme les classes, les attributs, les méthodes, les associations, les types d'associations, ce sont les concepts de base de notre modèle. Mais les invariants, ce sont des contraintes qui sont spécifiques à tout projet. Et il vaut mieux les ajouter dans notre modèle pour compléter la modélisation. Donc, on les appelle les invariants, que le système doit vérifier à chaque exécution. Donc, c'est des conditions, c'est des restrictions. Donc, dans notre système, dans notre implémentation, il faut qu'ils apparaissent pour la prise en charge complète des conditions de notre cahier des charges, c'est-à-dire les cahiers de charges de notre application. Donc, il faut les ajouter au diagramme pour compléter la description du système. Il faut compléter, c'est-à-dire, lorsqu'on va faire un projet et on a le cahier des charges de notre projet, le développeur, concepteur, informaticien doit, c'est-à-dire son travail de conception et de programmation doit refléter tout ce qu'il y a dans le cahier des charges, ni plus ni moins. Il ne doit pas ajouter des informations et il ne doit pas aussi, c'est-à-dire enlever des informations. Donc toute information qui concerne notre projet, elle doit être prise en charge dans notre modélisation, dans notre conception et aussi dans notre programmation. C'est pour ça que je dis, il faut que, c'est-à-dire ces invariants, il faut les ajouter au diagramme pour que par la suite, on va les ajouter à notre programme pour compléter la description du système. Très bien. Donc, je vous ai donné quelques exemples de ces invariants. Donc, on a dit par exemple les limites des valeurs que peuvent prendre les attributs et aussi le type d'association entre entre les classes. Est-ce qu'elle est exclusive comme XOR? Est-ce qu'elle est obligatoire comme FORZEN, etc. On va voir ça par la suite. On va voir les différentes contraintes prédéfinies. Donc, comment représenter une contrainte en UML? On représente une contrainte sous la forme d'une chaîne de texte placée entre accolades. Ça, c'est sur le plan syntaxique. Donc, ces contraintes-là sont prises, c'est-à-dire qu'elles sont ajoutées dans notre modèle et ils ont une syntaxe et bien sûr une sémantique. Donc, pour leur syntaxe, on va prendre ici deux accolades et dans l'accolade, on va prendre le texte de la contrainte. Donc, la notation, on a deux accolades et ici le texte de la contrainte. Bien. Donc, la question qui se pose, comment je vais exprimer cette contrainte? Donc, la chaîne ici de la contrainte constitue le corps écrit dans un langage de contrainte qui peut être de trois types. Donc, on va, pour la syntaxe, pour écrire ces contraintes-là, pour ajouter ces contraintes-là à notre modèle, diagramme de classe, on va ouvrir les deux accolades et on va écrire ici une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, comment elle est écrite? Comment on peut l'exprimer? Il y a trois types pour l'exprimer. Premièrement, on peut utiliser des contraintes prédéfinies. Donc, ce sont des contraintes qui ont une certaine sémantique et sont prédéfinies dans un langage formel, comme disjoint, overlapping, XOR, ainsi de suite. On va voir ça par la suite en détail. Deuxièmement, il y a des contraintes exprimées en langage naturel, c'est-à-dire faire des commentaires. On va écrire des phrases en langage naturel, en français, selon la langue qu'on utilise. Donc, c'est un commentaire qui est écrit dans un langage naturel comme le français. Par exemple, ici, dire que le solde doit être supérieur à 0. Par exemple, comme le cas ici. Ici, la contrainte ici, c'est un. Donc, premièrement, on va faire une flèche en pointillé, comme c'est noté ici. Donc, vous voyez que la notation, premièrement, on doit écrire une flèche en pointillé. Cette flèche, elle peut avoir du sens ou non. On va voir ça selon la contrainte ou bien le sens. Donc, on va faire une flèche, c'est-à-dire en pointillé qui va toucher l'élément concerné par la contrainte. On va ouvrir deux accolades et écrire ici un texte. Donc, le texte, il peut être écrit en langage naturel. Ici, par exemple, le sol doit être supérieur à 0. Bien sûr, ici, vous voyez, ça, c'est le symbole d'une note. Ça, c'est ce rectangle-là avec cette restriction. C'est le symbole d'une note. Donc, c'est une note qui contient la contrainte avec deux accolades. Et entre l'accolade, on a un texte écrit en naturel. Ou bien écrire avec des contraintes spécifiques ici. Ou bien on utilise un langage formel qui s'appelle OCL. Un langage formel. OCL, c'est l'abréviation de Object
constraint language. Langage, objet de contrainte. On va écrire une structure qui est formelle, donc il y a une syntaxe à respecter et qui s'adapte avec la programmation orientée objet. Et c'est un langage qui exprime la contrainte d'une façon formelle. Parce qu'on essaie toujours d'avoir, c'est-à-dire des notions, bien des concepts formels, parce qu'on qui dit formel, basé sur des concepts mathématiques. Tout ce qui est formel, c'est facile à gérer. Vous voyez, la formalité, c'est une caractéristique qui est très demandée en technologie et spécifiquement en informatique, parce que déjà le fait de dire formel, donc il y a une certaine exactitude, une certaine correctness, un certain le fait que c'est correct, que c'est solide, que c'est exact. Donc, vous voyez, donc, on récapitule. Donc, les contraintes spécifiques ici, qui concernent notre application, pour les exprimer dans notre modèle, qui est le diagramme de classe, ou bien autre diagramme, il faut les ajouter. D'accord? Comment on va les ajouter? Bon, pourquoi les ajouter? On les ajoute pour enrichir la sémantique du modèle. Comment on va les ajouter? En prenant ici une flèche en pointillé qui touche l'élément concerné par la contrainte, on ouvre deux accolades et on va créer un texte. La question c'est ce qui se pose. Comment on va exprimer ce texte? On a trois façons de l'exprimer. Ou bien en langage naturel, donc c'est un texte écrit dans le langage naturel comme le français, dans une note, donc c'est un commentaire. Ou bien en utilisant des contraintes prédéfinies qu'on doit apprendre sur le plan syntaxique et sémantique comme XOR, disjoint, ordre. Il y a plusieurs contraintes, on va les voir par la suite. Et il y a un langage, c'est-à-dire c'est un langage dédié, c'est-à-dire on a créé spécifiquement un langage formel qui exprime ces contraintes. Ça s'appelle le OCL, Object Constraint Language. C'est ce langage-là dans l'étude, c'est-à-dire c'est pour ce langage que l'étudiant pose la question. Est-ce que le OCL, il est pris en charge par Modelio? Donc je viens, c'est-à-dire je suis en train d'arriver à la réponse petit à petit. Très bien. Donc, en général, comment représenter une contrainte en UML en utilisant une contrainte spécifique en UML? Donc, UML permet d'associer une contrainte à un ou plusieurs éléments du modèle de différentes façons. Ou bien, comme on vient de dire, d'une façon naturelle, donc on prend une note et on va ajouter un texte. Donc, vous voyez ici, on a la flèche en pointillé, on a ici le symbole de la note et on crée ici un texte naturel en français ou bien n'importe quel. On va l'exprimer de la façon qu'on veut. Ou bien d'une façon formelle, en utilisant les contraintes prédéfinies, comme ici le subset, comme quoi c'est un sous-ensemble subset. Vous voyez qu'il y a un sens, comme quoi un ensemble de personnes, bien le président est un sous-ensemble, il fait partie du comité, mais c'est un sous-ensemble du comité. Donc vous voyez qu'il y a la contrainte ici prédéfinie subset. Et il y a beaucoup de contraintes prédéfinies qui ont un sens et une syntaxe formelle à respecter. On va voir ces différents. Donc, pour apprendre ces contraintes prédéfinies, il faut apprendre leur syntaxe et leur signification sémantique. Entre autres, il y a subset, il y a XOR, il y a ordinal, etc. On va les voir par la suite. Donc, on a dit que donc, la syntaxe globale, c'est une flèche en pointillé, deux accolades, et dans l'accolade, entre les deux accolades, on va écrire un texte, ou bien naturel, ou bien en contrainte prédéfinie, ou bien en OCL. Vous voyez ici, c'est une partie d'un code, bien du langage OCL, une contrainte écrite dans un langage OCL. Donc on a ici une tranche d'un diagramme de classe qui concerne par exemple une gestion. On a la classe personne, la classe compagnie. La compagnie emploie des personnes, la personne elle est employée dans les compagnies. Donc on voudrait ici prendre on a des restrictions, c'est-à-dire des conditions sur la personne. Donc, vous voyez qu'on a, une contrainte spécifique. Comment on va l'ajouter à notre modèle pour enrichir sa sémantique? Et bien sûr, pour la prendre en charge par la suite dans la programmation, on va prendre ici des pointillés. Donc, vous voyez que la flèche en pointillé, elle concerne l'élément. Donc, c'est l'élément personne qui est concerné par cette restriction, de la classe personne. Ici, on va prendre ici le symbole de note, c'est-à-dire comme on va ajouter un commentaire. Ce commentaire, il est écrit en langage, c'est-à-dire cette contrainte, elle est écrite en langage OCL. Donc, on va voir ici, on doit respecter la syntaxe. On a les deux accolades, ouvrantes et fermantes. Et entre l'accolade, on n'a pas un langage naturel, on n'a pas des contraintes prédéfinies, on a un langage OCL. Donc, vous voyez qu'il y a des symboles ici qui sont, c'est-à-dire c'est des symboles, c'est une syntaxe formelle, mathématique. Mais pour la lire, il faut que l'étudiant apprenne le langage OCL. Vous voyez, il y a self.boss. Donc, boss, c'est déjà le rôle d'une personne comme quoi c'est un président. Il y a la notion de self. Il y a ici la flèche, ici un tiret, une flèche. Is empty.
or self employeur égale à self boss. C'est un langage naturel, l'égalité, cette flèche-là, c'est le langage OCL. Donc pour comprendre cette restriction, cette contrainte, et pour pouvoir arriver à écrire cette contrainte en OCL, qui est un langage formel, il faut apprendre le langage OCL avec sa syntaxe et sa sémantique. Donc, c'est quoi OCL? Donc, OCL, Object Constraint Language, c'est un langage formel. QML formalise, c'est-à-dire l'expression des contraintes. C'est le langage avec lequel UML formalise l'expression des contraintes. C'est-à-dire, elle écrit la contrainte, pas dans un langage naturel, mais dans un langage formel. Donc, elle a créé UML, l'organisation, c'est-à-dire qui a créé UML, l'OMG, elle a créé ce langage-là. Donc, vous voyez que dans la technologie, il y a toujours c'est-à-dire des approches et des optimisations pour que notre travail soit plus technique. Donc, elle a ajouté l'outil OCL qui est un langage, Object Constraint Language, pour pouvoir formaliser l'expression des contraintes spécifiques. Donc, il s'agit donc d'un langage formel d'expression de contraintes bien adapté. Donc, c'est un langage dédié. C'est-à-dire, il est dédié à la programmation orientée objet et il est dédié à UML. Vous voyez, parce qu'il est créé par la même organisation qui a créé UML. Donc, c'est un langage qui est spécifiquement créé pour UML pour pouvoir formaliser et exprimer les contraintes spécifiques. Donc, il s'agit donc d'un langage formel d'expression de contraintes bien adapté au diagramme UML et en particulier au diagramme de classe. Parce que l'OCL peut exprimer des contraintes pour d'autres diagrammes qui sont diagrammes de séquence, diagrammes d'état de transition. Mais spécifiquement pour le diagramme de classe, parce que le diagramme de classe, c'est un diagramme qui est le plus important dans la modélisation UML, d'accord? Et puis, il est le plus important. Et pour avoir, c'est-à-dire la majorité des contraintes spécifiques, ils peuvent toucher les classes. Donc, ces contraintes sont dédiées aux classes. Donc, OCL existe depuis la version 1.1 du UML et il est, c'est-à-dire, créé grâce à la contribution d'IBM, de l'organisme IBM. OCL fait partie intégrante de la norme UML depuis la version 1.3 UML, donc il est, c'est-à-dire, complet depuis la version 1.3. Ici, actuellement, il y a la version 2, ainsi de suite. Donc, dans le cadre du UML2, les spécifications du langage OCL figurent dans un document indépendant de la norme UML, décrivant en détail la syntaxe formelle et la façon d'utiliser le langage. Donc, depuis la version UML, il y a un document, je vais vous laisser le lien dans la description, qui contient toutes c'est-à-dire les constituants du langage UML, syntaxiquement et sémantiquement. Donc, il y a un document qui fait partie c'est-à-dire des constituants du UML, mais il est indépendant. Il contient toutes les spécifications du langage OCL. Il décrit en détail la syntaxe formelle, c'est-à-dire qui dit la syntaxe, pour arriver à comprendre, à écrire cette syntaxe-là, c'est-à-dire à décrire la contrainte avec un langage formel et pas avec un langage naturel. Donc, il décrit la syntaxe formelle et la façon d'utiliser ce langage. Et comment écrire cette syntaxe, la sémantique. Donc, c'est un langage qu'on doit apprendre comme tout autre langage, comme le Java, comme le Python. Pour écrire le Java, on devait, c'est-à-dire apprendre Java, c'est-à-dire apprendre les constituants de Java syntaxiquement et sémantiquement. Donc, OCL, c'est la même chose. C'est un langage qui exprime les contraintes spécifiques dans le diagramme de classe et d'autres diagrammes UML, mais on va écrire ces contraintes-là avec un langage formel qui est OCL et pas avec des langages naturels. C'est toujours bien pour normaliser la modélisation. C'est-à-dire, avec ce langage formel OCL, un modèle qui est écrit, c'est-à-dire les contraintes, peuvent être écrites avec un français ou bien un américain ou bien un chinois avec la même syntaxe. Donc, c'est pour uniformiser ou bien pour rendre la chose universelle. Parce que si, par exemple, on va exprimer la contrainte avec un langage naturel, on a deux problèmes. Premièrement, l'ambiguïté. Un langage naturel, il peut toujours être ambigu, mal exprimé, et aussi, on aura plusieurs façons de l'exprimer selon la différence des langues. Le chinois, l'arabe, le français, ainsi de suite. Il y a plusieurs langages naturels. Donc, si on va travailler avec un langage formel universel, la syntaxe, elle va être la même. Donc, c'est toujours bien. Donc, OCL et les diagrammes du UML. OCL peut s'appliquer sur la plupart des diagrammes du UML et permet de spécifier les contraintes sur l'état d'un objet ou d'un ensemble d'objets. Donc, comme je viens de le dire, dans notre cas ici, ça concerne le diagramme de classe selon la question posée par le follower. Mais on peut toujours spécifier des contraintes spécifiques avec OCL dans d'autres diagrammes, autres que le diagramme de classe. Donc,
Donc, il spécifie des contraintes sur un ensemble de classes ou bien d'objets ou bien d'éléments du modèle, comme les invariants sur les classes, des préconditions. Donc, ici, on a parlé déjà des invariants, comme je viens de le spécifier. Par exemple, les valeurs autorisées par les attributs ou bien le type des associations, ainsi de suite, que j'ai appelé invariant. Et puis, c'est-à-dire qu'on appelle invariant. Ou bien on peut aussi spécifier, c'est-à-dire le langage OCL permet de spécifier les préconditions et les post-conditions à l'exécution d'opérations. Une méthode dans une classe, elle a des préconditions et des post-conditions. C'est quoi les préconditions? Ce sont les conditions qui doivent être vérifiées avant l'exécution de la méthode, ou bien du programme. Les post-conditions, ce sont les conditions qui doivent être vérifiées après l'exécution. Vous voyez? Donc ça, c'est des contraintes spécifiques dans le cahier des charges pour une opération qui fait une certaine fonctionnalité. Donc grâce au langage OCL, pour l'élément opération, bien méthode, on peut ajouter les préconditions et les post-conditions de chaque méthode. C'est bien. Donc ça rend la méthode plus lisible et on peut vraiment comprendre mieux le diagramme de classe. C'est pour ça que je vous dis que le langage OCL, qui est un langage formel utilisé pour exprimer les contraintes dans un diagramme de classe, les contraintes spécifiques dans un diagramme de classe, il permet d'enrichir la sémantique d'un diagramme de classe. Toujours bien. Donc je vais ajouter ici cette remarque, bien cette conclusion. Donc OCL permet d'ajouter des contraintes spécifiques à notre application bien sûr d'une façon d'ajouter des contraintes spécifiques aux applications d'une façon formelle, ce qui enrichit sémantiquement notre modèle. Et un modèle riche sémantiquement est un modèle robuste. Très bien, ça c'est pour vous montrer l'importance OCL permet d'ajouter des contraintes spécifiques à notre application d'une façon formelle, c'est bien, donc la syntaxe elle est universelle, ce qui enrichit sémantiquement notre modèle. Et un modèle riche sémantiquement est un modèle robuste. Ça c'est une conclusion très importante. Pourquoi? Parce que parmi les soucis de la modélisation, dans tous les domaines, vaut mieux, c'est-à-dire si on arrive à créer des modèles premièrement valides. Que veut dire valide? Il reflète exactement le problème réel. Il reflète la réalité exactement, ni plus ni moins. Donc c'est bien. Et aussi il est robuste. Que veut dire robuste? C'est-à-dire il présente ce problème d'une façon complète et exacte. Vous voyez, c'est déjà bien. Et simple, explicite. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est bien le fait qu'OCL il ajoute, c'est-à-dire les invariants et aussi ajoute les préconditions et les post-conditions concernant les opérations ou les méthodes de notre diagramme de classe, ça enrichit la sémantique. Bien. Maintenant, aussi, OCL, il permet, c'est-à-dire de faire, ici, je termine ici, il ajoute des contraintes spécifiques comme les invariants, les préconditions, les gardes sur les transitions de diagramme d'état transition ou les messages de diagramme d'interaction bien de séquence. C'est-à-dire
ça c'est la suite de de type de contraintes que peut ajouter OCL à notre diagramme. Donc concernant le diagramme de classe, on a parlé des invariants, on a parlé des préconditions et des post-conditions concernant les méthodes, et aussi il peut toucher les diagrammes et la transition pour ajouter, c'est-à-dire des gardes, des conditions, et aussi sur les messages du diagramme de séquence, il peut ajouter des contraintes qui concernent ces messages-là. Aussi les ensembles d'objets destinataires pour un envoi de message et des attributs dérivés, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs éléments qui sont touchés par les contraintes spécifiques qui peuvent être exprimés en OCL. Dans le diagramme de classe et dans les autres diagrammes, comme diagramme et de transition, diagramme d'interaction, bien de séquence, diagramme d'objet, ainsi de suite. Donc bien sûr, pour apprendre, c'est un langage, donc c'est sûr qu'il est riche et c'est-à-dire il est grand. Surtout qu'il y a beaucoup de diagrammes UML, il y a 9 diagrammes pour UML standard. Donc c'est sûr que tous ces diagrammes-là peuvent être concernés par des contraintes spécifiques. Donc le langage, il contient beaucoup d'éléments. Pour l'apprendre, c'est très riche. Donc pour l'apprendre, il faut premièrement utiliser le document qui exprime la syntaxe et la sémantique de chaque élément du langage OCL, et aussi voir des exemples pour voir les cas où on a des contraintes à ajouter dans les états de transition, dans les diagrammes d'objets, dans les diagrammes de séquence. Vous voyez, par exemple, la notion de attribut dérivé. C'est une notion qui montre que si on a plusieurs attributs, et un des attributs, il est calculé en utilisant un autre attribut de la même classe. Ça s'appelle un attribut dérivé. Il est calculé à travers une autre classe. Par exemple, on a le prix unitaire, c'est-à-dire dans une classe produit. On a deux propriétés ou bien deux attributs de la classe produit. On a la classe produit qui contient le prix unitaire de l'article ou bien du produit, et on a le prix TTC, toute taxe comprise. Donc, le PTT, l'attribut PTT, il est calculé en utilisant le prix unitaire, le PU. Donc, le PTT est un attribut dérivé de PU. Vous voyez? Donc, c'est une contrainte qu'on peut ajouter en utilisant OCL. Très bien. Donc, pourquoi on utilise OCL? Nous avons dit que les contraintes pouvaient être écrites en langage naturel. Alors, pourquoi on va utiliser OCL? Ça, c'est-à-dire, parce qu'on a vu qu'on peut structurer la contrainte avec un langage naturel. Donc, on peut dire que c'est mieux. Mais non, parce qu'en général, le langage naturel, il a toujours c'est-à-dire un inconvénient, c'est l'ambiguïté. Donc, l'intérêt du langage naturel est qu'il est simple à mettre en œuvre et compréhensible pour tout. Mais il a un inconvénient, c'est-à-dire qu'on cite toujours, c'est le fait d'être ambigu et imprécis. Donc, il rend difficile l'expression des contraintes complexes et ne facilite pas les références à d'autres éléments, autre que celui sur lequel porte la contrainte du modèle. C'est pour cela qu'on a utilisé un langage plus précis, formel, qui est OCL. Donc, parce que je vous ai dit qu'on peut exprimer les contraintes spécifiques en utilisant un langage naturel. Donc, on pouvait se contenter de cela. Mais pour le langage naturel, il a toujours ses inconvénients qu'on cite toujours lorsqu'on parle de langage naturel. C'est la notion d'ambiguïté, d'imprécision, surtout si on a des contraintes complexes. Donc, c'est pour ça qu'on va se référer à un langage formel, parce qu'il va exprimer d'une façon exacte et précise cette contrainte. Donc, ça permet une bonne compréhensibilité. D'accord? Bien. Donc, OCL est un langage formel volontairement simple d'accès. Il possède une grammaire élémentaire. OCL peut être interprété par des outils. Donc, il y a des outils qui permettent d'écrire OCL. C'est pour ça que c'est-à-dire à ce stade-là que l'étudiant pose la question. Très bien. Pour ce qu'elle a vu, peut-être que OCL, il est difficile à apprendre. C'est au symbolisme, puisqu'il est formel et un petit peu, pas difficile, un petit peu lourd à apprendre. Est-ce qu'elle se demande, est-ce qu'il y a un outil qui peut, c'est-à-dire qui peut interpréter ou bien écrire le langage OCL? Il y a d'autres outils, mais indépendamment de Modelio. Mais sa question, elle concerne Modelio. Est-ce que Modelio permet d'écrire les contraintes en OCL? Il y a un module dans Modelio qui permet d'interpréter la contrainte en langage OCL. Donc, on va arriver à la réponse à la fin. Donc, c'est sûr, puisque c'est un langage, il a une grammaire, parce que ça, c'est sur le plan technologique. Tout langage, il a une grammaire, et il a un vocabulaire. La même chose, OCL, il a un vocabulaire, et il a une grammaire. C'est pour ça que je vous demande de référer aux documents qui accompagnent UML, qui concernent l'explication de la syntaxe et de la sémantique du langage OCL. Donc, il possède une grammaire élémentaire, et il peut être interprété par des outils. OCL représente en fait un juste milieu entre le langage naturel et un langage très technique et un langage mathématique, formel, informatique.
Donc il interprète, ou bien il transforme les contraintes qui sont en langage naturel en un langage formel. Donc il permet ainsi de limiter les ambiguïtés tout en restant accessible. Donc c'est un langage qui permet de répondre aux inconvénients du langage naturel, parce qu'il est formel. Donc il permet la précision, l'exactitude et la compréhensibilité et la lisibilité de la contrainte. Donc, un premier problème, si on va voir des exemples pour comprendre ce problème de contrainte spécifique, un premier problème apparaît immédiatement. Rien ne spécifie dans le diagramme que le solde du client doit être toujours positif. Ça, c'est un des cas de contrainte spécifique. On a l'attribut solde, mais on a son type. Il est integer, c'est-à-dire il est entier, mais on ne sait pas qu'il y a dans le cahier des charges une contrainte qui dit que le solde doit être toujours supérieur à 0. Si un client, une personne est cliente à une banque, son solde doit être, elle a un compte dans une banque, son solde doit toujours être minimum. Ça, c'est la réalité. Et non supérieur à 0. Donc, vous voyez, lorsqu'on ouvre un compte, toujours il y a une somme initiale qu'on doit verser, 1000 dinars, 5000 dinars, tout dépend de la banque. Donc, il faut que le solde soit supérieur à 0. Donc, c'est une contrainte qui est importante et qui doit être prise en compte dans la programmation, dans la phase de programmation. Donc, on doit le spécifier dans le modèle. On va la spécifier par une contrainte. Ici, vous voyez, la contrainte, ça c'est en langage naturel, solde supérieur à 0. Mais on peut la spécifier avec le langage OCR. Donc, on l'a ajouté ici. Ça, c'est une contrainte sur l'attribut. Aussi, donc, en général, on peut la spécifier, ou bien ça c'est sur le plan syntaxique, ou bien c'est expressive. On peut l'ajouter dans la classe ici, à côté de l'élément, ou bien si elle est un petit peu loin de l'élément, on va faire une flèche en pointillé, écrire ici le symbole note et lancer et écrire la contrainte. Donc, si on va, c'est-à-dire si le texte de la contrainte il est volumineux, il est grand, il vaut mieux faire une pointillé ici pour ne pas, c'est-à-dire encombrer le modèle. On va prendre une flèche ici en pointillé, prendre ici le symbole de la note et écrire entre deux accolades notre contrainte. Il y a deux façons de l'exprimer. Si le texte il est petit, on peut l'ajouter directement à côté de l'élément sans ajouter la flèche. Il y a aussi, c'est-à-dire la contrainte spécifique entre les associations, comme le montre ici, ça c'est pour l'élément, très bien. Entre les associations, par exemple, en plaçant directement la contrainte à côté d'une propriété ou d'une opération dans un classeur. Ici, dans le diagramme ci-dessus, on a ici une contrainte qui précise ici, on a une association entre la classe véhicule et la classe roue. Ici, il y a une relation entre véhicule et roue, mais le type de la contrainte de l'association, elle est obligatoire. C'est une obligation, et pas une exclusivité. C'est pas optionnel. Donc, on va ajouter une contrainte ici à côté de l'élément association. Vous voyez, c'est à côté de l'élément association. On l'ajoute directement. On a ouvert les accolades. On a écrit ici une contrainte prédéfinie. Donc, c'est une contrainte prédéfinie dans un langage. Il faut la spécifier, c'est frozen. Donc, c'est une contrainte qui permet, qui montre, bien qui précise que le nombre de roues du véhicule ne peut varier. C'est-à-dire, il est fixé. D'accord? Donc, il est fixé. Le nombre, il doit être fixé. Il ne peut pas changer. Donc, c'est une condition, c'est-à-dire c'est une contrainte conditionnelle. Maintenant, un autre type de contrainte. Vous voyez ici, on a ajouté la contrainte juste à côté de l'association, sans ajouter les pointillés, parce que c'est à côté et le texte il n'est pas grand. Mais si le texte il est grand, vous pouvez faire ici une flèche en pointillé, prendre ici le symbole de note, ouvrir les accolades et écrire la contrainte. Ça, c'est sur le plan syntaxique. Aussi, ici, on a par exemple une autre contrainte prédéfinie, subset, qui précise que le président est également un membre du comité. On a deux associations, une association entre la classe comité et la classe personne. Donc, le président, ici, c'est un sous-ensemble, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes du comité. Donc, c'est pour montrer qu'il fait partie du comité, il est déjà adhérent, et puis il est président, il est élu président. Donc, ça montre ce lien. Ce n'est pas une personne étrangère au comité. Elle fait partie du comité et elle a un rôle spécifique qui est être président. Donc, ça montre que c'est un subset. Et c'est une contrainte très importante pour la prendre en charge dans la programmation. Parce que si on va c'est-à-dire l'omettre, ça va erroner nos résultats. Ici, il y a la contrainte XOR, c'est pour montrer, pour exprimer l'exclusivité, c'est-à-dire le côté optionnel. Elle précise que les employés de l'hôtel, c'est-à-dire n'ont pas le droit de prendre une chambre dans le même hôtel. Donc, par exemple, si on a, c'est-à-dire on a hôtel et personne. Si la personne c'est un employé, il y a une personne qui est client.
Donc, une personne qui est employée dans l'hôtel, elle ne peut pas prendre une chambre dans l'hôtel. Vous voyez? Donc, c'est soit c'est un employé, soit c'est un client. Il ne peut pas être les deux. Donc, c'est une exclusivité. Un ou. Bien. Sur le diagramme ci-dessus, on remarque que il y a d'autres contraintes. Il y a beaucoup de contraintes prédéfinies qu'on doit apprendre pour pouvoir, bien sûr, utiliser par la suite OCL. Il y a, par exemple, ordered, il y a frozen, il y a add only. Par exemple, ici, on a deux classes, personnes et pays. Vous voyez que une personne peut visiter un pays. On a ajouté la contrainte ordered. Une personne est née dans un pays. On a ajouté la contrainte frozen. Une personne a visité un pays. On a ajouté les deux contraintes prédéfinies, add only et ordered. On va expliquer la sémantique de ces contraintes. Donc frozen, elle montre qu'une personne est née dans un pays et que cette association ne peut être modifiée parce que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'une personne, elle est née dans un pays qui ne peut pas changer. On est né dans un pays, c'est un résultat final. Le pays reste toujours le même. Donc, on exprime ça avec frozen, vous voyez. Donc, l'association frozen permet que le pays, cette association ne peut pas être modifiée. Il y a ordered. Une personne a visité un certain nombre de pays dans un ordre donné et que le nombre de ces pays visités ne peut croître. Vous voyez, il a visité, donc c'est dans le... C'est-à-dire, il a déjà visité des pays dans un ordre. C'est-à-dire, il faut ordonner les villes qu'il a visitées de la première ville, du premier pays visité jusqu'à le dernier. Donc l'ordre ici, c'est-à-dire la contrainte ordre, elle doit être validée, c'est-à-dire elle fait partie des contraintes spécifiques de notre application, ou bien de la relation entre personne et pays. Il y a add only et ordered. Une personne aimerait encore visiter toute une liste de pays et que cette liste est ordonnée, probablement par ordre de préférence. Voyez? Donc, ces contraintes add only, que cette personne, elle a déjà visité des pays dans un ordre donné, et elle va visiter des pays, d'autres pays, ça reste ouvert, c'est-à-dire on peut toujours ajouter d'autres pays qui vont être visités par la personne dans un certain ordre, et que, c'est-à-dire cette liste, elle va croître. Donc ces notions-là, elles doivent être prises dans la programmation. Par exemple, au lieu d'utiliser c'est-à-dire une structure tableau statique, on utilise une structure dynamique, une chaîne qui va être une chaîne dynamique, une liste chaînée, à laquelle on va ajouter le pays. Chaque fois qu'il y a un nouveau pays visité, on va l'ajouter à la liste chaînée. Donc vous voyez que ces contraintes sont très importantes, malgré que c'est des contraintes spécifiques, mais elles sont importantes pour compléter la sémantique du programme et du modèle. Et cette sémantique, elle va être capturée dans la programmation. Il faut ajouter, c'est-à-dire ici, puisque dans la contrainte que cette personne va encore visiter d'autres pays, donc au lieu d'utiliser un tableau statique, on va utiliser une liste chaînée dynamique pour pouvoir ajouter les pays qui vont être visités dans le pays. Donc vous voyez que ces contraintes vont même, c'est-à-dire montrer au développeur les structures de données qu'il doit prendre en charge dans sa programmation. Vous voyez l'importance de ces contraintes. C'est pour ça qu'on a utilisé le OCL pour pouvoir prendre en charge ces contraintes importantes dans le modèle. Parce que si on va les omettre, ça va erroner notre modélisation, ou bien c'est une modélisation incomplète. Donc nous voulons de voir à travers ces exemples-là quelques contraintes prédéfinies comme frozen, subset, XOR, ordered, add only. Et il y a d'autres contraintes. La liste elle est très longue. Je vais vous laisser un lien pour apprendre toutes ces contraintes. Ça, c'est une illustration d'un exemple écrit en OCL, c'est-à-dire sur une contrainte qui est écrite dans un langage formel OCL. Donc ici, entre les accolades, on va écrire cette partie-là, ou bien dans une partie qui est loin de l'élément. L'essentiel, on doit l'attacher à l'élément avec la flèche en pointillé, et on va écrire ce langage en OCL. Vous voyez qu'il y a des mots-clés comme contexte, qui veut dire invariant, il y a pré pour précondition, il y a post pour post-condition. Donc vous voyez que, et il y a ici les symboles qu'on doit respecter, égal, supérieur en cas de supériorité. Il y a ici la flèche qui montre qu'il y a une relation entre, c'est-à-dire contexte, ça montre quelles sont les classes qui sont concernées, l'élément qui est concerné par la contrainte, ça c'est le lien entre les éléments, ainsi de suite. Donc ça c'est une partie du langage OCL. Donc c'est un exemple d'utilisation du langage de contrainte OCL sur l'exemple de gestion bancaire, de cette partie-là. Il y a banque, personne et compte. On a écrit une petite contrainte spécifique à la classe compte, à l'élément compte. Donc vous voyez, je vous donne une partie ici écrite en langage OCL pour mieux comprendre comment écrire un langage
OCL et comment lire un langage OCL. Je vous laisse le lien ici pour mieux comprendre. Il faut le consulter. Donc il y a ici, c'est sûr qu'un langage il est formé d'un vocabulaire et d'une grammaire. Donc le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots-clés qui forment le langage, comme contexte, un verbe, par exemple contexte précise la classe, bien l'élément concerné par la contrainte, inv c'est les invariants, ça peut être une association, un attribut ou autre, et il y a d'autres mots-clés pour apprendre le langage. Je vais vous laisser un lien ici pour plus de détails. D'accord? Très bien. S'il y a... Bien, donc très bien. Donc une fois que je vous ai donné, c'est-à-dire tout ce détail, bien cet aperçu, bien ce rappel sur l'OCL, je vais revenir à la question du follow. Bon, avant de répondre à la question, faites bien attention. En fait, une expression, bien une contrainte exprimée en OCL, décrit une contrainte à respecter et ne décrit pas absolument pas l'implémentation d'une méthode. Donc le langage OCL, il décrit une contrainte dans un langage. Et cette contrainte, elle est ajoutée dans le modèle. Mais ce n'est pas la programmation. Ce n'est pas une programmation. Dans la programmation, lorsqu'on va arriver à la phase programmation de notre développement de logiciel ou d'application, cette contrainte qui est ajoutée au modèle, elle va nous permettre de la prendre en charge dans notre programmation. Mais ce n'est pas de la programmation. C'est un langage qui est utilisé dans la modélisation pour préciser pour compléter la sémantique du modèle et pour exprimer la contrainte du modèle dans un langage formel. C'est un langage de description des contraintes. Ce n'est pas une implémentation, ce n'est pas une programmation. Mais elle a un impact sur la programmation, parce que lorsqu'on va voir qu'il y a une contrainte concernant les éléments du modèle, notre programmation va être complète et correcte. Et elle valide le cahier des charges. C'est pour ça que, même parce que lorsqu'on va arriver à la phase de programmation, la programmation, elle est faite à la base des modèles. Donc, si le modèle il est complet, notre programmation elle est complète. Donc, ça, c'est une remarque très importante. OCL, ce n'est pas la programmation. Ça ne concerne pas la partie programmation, l'implémentation. Non. Il décrit les contraintes concernant le modèle. Et ces contraintes-là vont être prises en charge par le développeur dans la phase de programmation. Donc, je vais relire. Faites bien attention au fait qu'une expression OCL décrit une contrainte à respecter, qui se trouve dans le cahier des charges, et ne décrit absolument pas l'implémentation d'une méthode. Ce n'est pas l'implémentation, ce n'est pas la programmation. Mais on doit la prendre en charge dans la programmation de la méthode. Très bien. Donc, pour arriver, donc, après cette explication, je vais arriver à la réponse à la question de l'étudiant. En fait, Modelio ne prend pas entièrement en charge OCL. C'est-à-dire il prend une partie. Il va prendre c'est-à-dire il prend en partie les contraintes prédéfinies. Donc, vous seriez en mesure de spécifier les contraintes OCL dont vous regardez ici, c'est-à-dire ces contraintes-là, comme XOR, comme subset, comme les préconditions, les post-conditions, comme les overlapping, on peut les prendre en charge. On veut ajouter le type de la contrainte. D'accord? On peut la prendre en charge. Mais il ne va pas vous écrire le code, c'est-à-dire le langage OCL. Peut-être dans les versions futures. Donc je vais répondre à la question. En fait, Modelio ne prend pas entièrement en charge OCL. Vous serez en mesure de spécifier des contraintes OCL dans vos gardes, par exemple. Mais la transformation en langage OCL n'est pas possible, peut-être dans des versions futures de Modelio. Donc, ce sont c'est-à-dire, ça c'est une capture d'écran de Modelio. On va voir ça dans la pratique. Donc, je vais lancer Modelio. J'ai lancé déjà Modelio, vous voyez. J'ai créé une partie d'un diagramme de classe qui concerne une gestion bancaire. On a un compte bancaire, on a une personne et on a une banque. D'accord? Vous voyez qu'il y a une relation entre compte et personne. Une personne peut avoir un compte dans une banque. Une personne est en relation avec une banque et il y a l'association entre personne et banque. Très bien. Je voudrais ajouter c'est-à-dire ici l'association entre compte, personne et banque sur l'association exclusive. Il y a une exclusivité. Que veut dire cela? Une personne qui a un compte, c'est-à-dire c'est-à-dire une personne, c'est-à-dire travailler dans la banque et avoir un compte dans cette banque. On va exprimer ça par un XOR. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va aller vers un common. Ok. Il y a ici, vous voyez ici la syntaxe d'une contrainte. Il y a deux accolades. Il y a le C à la contrainte. On va cliquer sur contrainte. On va arriver. Donc, on est ici en train d'exprimer une contrainte entre deux associations. Je vais vers la deuxième.
souris elle est un petit peu... La souris elle est un petit peu défaillante chez moi. Donc je clique ici. Donc vous voyez, il m'a créé ici une flèche en pointillé. Donc je ne vais pas spécifier le sens parce que les bijectifs dans les deux sens. Je ne vais pas spécifier le sens. Et on a ici les deux accolades avec deux points pour spécifier la contrainte. Je vais cliquer sur les deux contraintes, sur cette contrainte, pour avoir le tableau d'édition de la contrainte. Donc vous voyez ici, il y a le nom de la contrainte. Elle peut avoir un nom, la contrainte. On va pas ajouter le nom, on écrit le nom de la contrainte, il y a deux points et on écrit le texte de la contrainte. Ça, c'est optionnel. Il y a le corps de la contrainte, il y a le langage utilisé. Vous voyez, donc c'est pas... c'est-à-dire Modelio supporte le langage OCL, normalement, on pouvait avoir ici le choix pour choisir OCL. Donc, c'est pas spécifique. Et on a les éléments de la contrainte. Donc, je vais cliquer ici sur Add, ajouter une ou plusieurs stéréotypes. Donc ici, vous voyez qu'on peut spécifier le stéréotype de la contrainte avec les contraintes prédéfinies, mais pour écrire le langage OCL, c'est pas encore pris en charge. Donc vous voyez ici, il va m'ouvrir ces différents, c'est-à-dire contraintes prédéfinies. Donc vous voyez les incomplete, invariant, new, order, overlapping, précondition, subset, ainsi de suite. Donc selon votre type de contrainte. Dans notre cas, on va prendre un XOR. OK, et un close. Donc vous voyez, il m'a spécifié ici, il y a la contrainte. Donc vous voyez qu'ici, il n'a pas pu écrire le texte OCL, parce qu'ici, entre les accolades, on pouvait spécifier le texte en OCL. On a spécifié le type de la contrainte avec une contrainte prédéfinie, c'est un XOR. OK, mais pour écrire le texte en OCL, c'est pas encore spécifique. On pouvait, il y a ici la notion élément constraint, on va cliquer ici. Donc vous voyez, élément de la contrainte, choisissez des éléments de référence. Donc le nom de l'élément, c'est-à-dire l'élément qui est concerné par la contrainte, la métaclasse de l'élément, donc UML model, inclut les composants du modèle, le stéréotype de l'élément. Vous voyez, donc on pouvait écrire le texte de la contrainte, mais avec un langage qu'on peut spécifier avec les contraintes prédéfinies, mais pas avec OCL. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas, c'est-à-dire prise en charge d'une façon complète. Close. Donc vous voyez que j'ai pu ici ajouter la contrainte spécifique avec la syntaxe qui est une flèche en pointillé, deux accolades. Ici le texte qui doit être écrit en OCL, c'est notre cas. Et sous les deux accolades, il y a le stéréotype de la contrainte comme quoi c'est un XOR. OK? Vous pouvez ici dans le texte, le XOR, il est comme ici utilisé comme stéréotype, donc ça enrichit la sémantique. D'accord? Et pour l'écrire en OCL, donc il faut voir le document du langage OCL, comment écrire le XOR entre la classe Kant et la classe personne, en utilisant bien sûr le langage OCL. Je vais vous laisser le document qui contient c'est-à-dire les concepts du langage OCL syntaxiquement et sémantiquement avec des ensembles, avec des exemples dans la description. Bien, donc j'espère que cela a répondu à votre question. Donc, récapitulant, en répondant à la question qui était de l'étudiante, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'enrichir le diagramme de classe avec des contraintes OCL dans Modelio? Très bien. Donc après cette illustration, on peut dire que en fait, Modelio ne prend pas entièrement en charge OCL. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui est gérée, mais l'écriture du langage avec les différentes clauses de la contrainte ne sont pas pris en charge. Donc en fait, Modelio ne prend pas entièrement en charge OCL avec une partie. Donc vous serez en mesure de spécifier les contraintes OCL dans vos gardes, par exemple, mais la transformation en langage OCL n'est pas possible, peut-être dans des versions futures. Donc vous pouvez toujours ajouter toutes ces notions, c'est-à-dire toutes ces contraintes prédéfinies, incomplete, invariant, modèle, composant, element, alias, ordonnée, précondition, et vous pouvez toujours essayer ces différentes contraintes avec vos Modelio, c'est-à-dire pour voir chaque cas de contrainte,
comment il exprimait et qu'est-ce qu'il exprime. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.